Bonjour, bonsoir, c'est Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Et cette semaine, un Step Back pas comme les autres, puisque nous avons la chance de recevoir celui que l'on peut présenter très probablement comme le meilleur pivot défensif du monde. Ben oui, rien que ça, Rudy Gobert, l'un des porte-drapeaux français de NBA désormais, avec son grand ami Evan Fournier. De passage à Paris et en France. Bonjour Rudy, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Évidemment, nous allons balayer ensemble, Rudy, avec David Loriot et Amaury Perdriau. Bonjour les gars. Hello. Bonjour. Cette 6e saison NBA, Rudy, qui n'a pas été aussi fructueuse qu'espérée pour les Jazz, notamment après les belles promesses de l'an dernier. Individuellement, pour toi, il y a probablement des frustrations, mais aussi pas mal de satisfaction quand même, puisque tout est chiffres. Or, peut-être les contres et le pourcentage de lancers francs sont en hausse. Et puis, encore 66 double-double cette saison, j'ai calculé, sur 81 matchs. C'est pas mal. C'est même deuxième derrière Dédé Drummond, paraît-il, des Detroit Pistons, qui est à 69. Bon. Mais c'est beau, 66, et ça démontre que tu continues à progresser et à maintenir un certain niveau qui te place aujourd'hui dans le Gotha de la Ligue. Te voilà même pour la première fois à 26 ans, meilleur marqueur français de la saison. Ce qui n'est pas rien quand même, quand on sait que y a du beau monde en NBA du côté français, et devant un garçon plutôt attaquant né comme Evan Fournier. Donc c'est plutôt un petit motif de fierté. En plus, on connaît vos rapports très, très proches. Ta panoplie d'attaquants progresse, mais tu restes bien entendu d'abord et avant tout reconnu comme un défenseur de premier plan. Tu es d'ailleurs en course encore cette année pour doubler le titre obtenu l'an dernier de défenseur de l'année. Ce sera le 24 juin, je crois. Et puis, bien sûr, on poussera nos interrogations jusqu'à l'été qui vient et le grand rendez-vous international que sera la Coupe du Monde du 30 août au 15 septembre en Chine, où les Bleus, 3e de l'édition 2014, édition qui t'avait d'ailleurs révélé, on peut le dire, à l'échelle mondiale, seront très attendus. Allez, alors tu es un habitué, toi, des entre-deux, alors jump ball, c'est parti. Et on attaque évidemment en ce moment par les playoffs NBA qui battent leur plein, même si pour le Jazz, malheureusement, rappelons-le, ils ont été écourtés avec cette défaite plutôt sèche 4-1 au premier tour face aux Rockets, comme l'année dernière. L'année dernière, vous aviez été jusqu'au deuxième tour. Cette année, ça s'est arrêté un petit peu plus tôt. Alors, première question, quand on est un joueur NBA en vacances et en même temps en tournée médiatique en France, suit-on de très très près les playoffs NBA ? En tant que passionné, en tant que fan, forcément, bien sûr, je regarde la plupart des matchs quand je le peux et j'adore voir ce qui se passe. Cette année, il y a certaines équipes que je regardais les matchs et je me disais qu'on était meilleur qu'eux, donc c'était un peu plus dur de regarder. Mais malgré ça, en tant que fan, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu es finalement surpris par le peu de surprises, puisque la hiérarchie est globalement de la saison régulière est pour l'instant globalement respectée, puisque les équipes de l'Est et les équipes de l'Ouest, bon, évidemment il y a cette élimination de Denver, mais enfin au match 7 par Portland, c'est pas dans l'absolu d'énormes surprises. Est-ce que tu es surpris par le fait justement que la hiérarchie est très très clairement respectée cette année pour le moment ? Pas du tout. Bon, à l'Ouest, on savait que les Warriors et Houston étaient pour moi les deux meilleures équipes cette année. Houston ont eu un début de saison un peu en dessous de ce qu'ils savaient faire, et c'est ça qui a un peu faussé, je dirais, les brackets pour les playoffs, et qui a fait qu'ils se sont rencontrés dès le deuxième tour. Denver, pareil, a fait une très bonne saison, Portland aussi, donc non, c'est pas vraiment de grosses surprises, je dirais. Et Paris à l'Est, pour moi, il y avait 4 très grosses équipes à l'Est, qui étaient bien sûr Philly, Milwaukee, Toronto et Boston. Et ces 4 équipes se sont jouées. Et là, on peut assister à Milwaukee-Toronto. Et même pas surpris un peu par Portland, qui en finale, finalement, à l'Ouest, à la place de Denver. Portland-Denver, non, je suis pas surpris. Pour moi, ça allait se jouer à pas grand-chose entre les deux équipes. Surpris qu'il y ait, encore une fois, que les Warriors, nous et les Rockets, on se soit retrouvés sur le même côté du tableau. Et voilà, c'est dommage, mais bon, c'est la NBA, c'est comme ça. Il y a un système prédéfini, et l'année prochaine, on essaiera de faire un meilleur début de saison. C'est quoi, Rudy, justement, tu as parlé après l'élimination de frustration un petit peu et d'humiliation même. Tu as employé un mot un peu fort quand même. C'est comment tu analyses cette défaite ? Est-ce qu'elle te fait plus mal peut-être que celle l'humiliation, c'était surtout c'est un peu humiliant pour nous, une équipe qui... ça faisait 2 ans qu'on était allé au deuxième tour. Et cette année, on
on voulait aller plus loin, et bien sûr, on se fait sortir au premier tour contre encore une fois, une très bonne équipe. Donc c'était c'était humiliant. C'était pas une humiliation qu'ils ont infligée, mais c'était humiliant un peu de sortir aussitôt quand on sait que par rapport à l'équipe qu'on a et ce qu'on a fait sur la saison, on devait aller plus loin. Mais c'est fait partie du sport. Encore une fois, on a fait une très bonne saison. 50 victoires à l'Ouest, c'est pas rien. Et malgré ça, je sens qu'on peut encore énormément progresser. Donc c'est encourageant pour la suite. 2 victoires de plus en saison régulière que l'année dernière, je crois. Hein. Ouais. Il y a une petite progression quand même, qui n'est pas anodine. Il faut dire aussi que l'année dernière, personnellement, j'avais raté 26 matchs. Donc c'était un peu différent. Cette année, l'année d'avant, on avait gagné 51 matchs. L'année avant que Gordon parte. Et cette année, on était à 50, sachant qu'on a fait encore une fois un début de saison en dessous de ce qu'on voulait. Donc on sent qu'on peut faire beaucoup mieux l'année prochaine et qu'on a encore une marge de progression assez élevée. Tu disais que tu avais raté 26 matchs la saison dernière. Ça aussi fait partie quand même des satisfactions pour un joueur, j'imagine, de faire une saison complète. Ah, bien sûr. Pour moi, juste le fait d'être sur le terrain, déjà, je pense que c'est un gros plus pour moi et pour mon équipe. Donc, être capable de jouer tous les matchs, à part le dernier où j'étais mis au repos avant les playoffs, c'est un gros plus. Et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé cet été, travailler sur mon corps, essayer d'être encore plus fort et bien sûr toutes les choses que je fais en dehors du terrain pour pouvoir être performant tous les soirs. Après, quelqu'un me tombe sur le genou, malheureusement, c'est des choses que tu peux pas contrôler, mais tu peux contrôler comment tu reviens et à quelle vitesse. Tu parlais tu sens qu'il y a une marge de progression pour Utah, mais par rapport aux playoffs de cette année, qu'est-ce qui vous a manqué vraiment pour aller chercher ces Rockets et donc plus loin? Déjà mettre le ballon dans le panier. On a eu l'équipe parmi ces playoffs qui a eu le plus de shoots ouverts, c'est-à-dire de très bons tirs, et on est l'équipe qui a acheté le moins bon pourcentage sur ses shoots. Donc forcément, quand après un match tu mets pas les shoots, après 2 matchs tu mets pas les shoots, et les joueurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tous dans la raquette et ils continuent de donner ces shoots. Donc le basket, c'est un sport, on peut réfléchir autant qu'on veut. Si tu mets pas le ballon dans le panier, tout va paraître un peu plus difficile que Stanley. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez manqué des shooters? Ou alors c'est juste une question de confiance? C'est là où on peut se dire qu'est-ce qui nous a manqué. Donc est-ce que c'est juste qu'on n'a pas mis les shoots, ou est-ce qu'il faut plus de shooting, ou est-ce qu'il faut plus d'armes, on peut partir dans n'importe quel débat. Mais le plus important pour nous, encore une fois, c'est de trouver entre nous, le management et nous, et que ce soit les joueurs, chacun essaie de progresser et de réfléchir à comment on peut améliorer, comment on peut rendre cette équipe meilleure. Justement, il y a une chose assez symptomatique, Arnaud le disait tout à l'heure. Tu fais 66 double-double sur la saison régulière. Or, sur les 5 matchs de play-off du premier tour, il y a 2 matchs où tu ne prends que 4 tirs. Et on sait que ton utilisation offensive sur ces play-offs a fait débat un petit peu. Qu'est-ce que tu peux en dire? Comment Quinn Snyder peut améliorer ça? Est-ce qu'il y a des choses à faire différentes peut-être pour la saison prochaine? Écoute, il y a toujours des choses à faire. Je pense que cette année, j'ai eu mon nombre de touch, comme on dit, de nombre de fois que j'ai touché le ballon. Mon usage offensif était bien plus élevé qu'auparavant. Et aussi, il faut savoir aussi que même quand je ne touche pas le ballon, je suis impliqué dans toutes les attaques, par la pose d'écran, par les prises de position, etc. Donc, c'est des choses qu'on ne compte pas vraiment dans les stats, mais qui comptent pour l'équipe. Et c'est continuer à moi travailler sur mon jeu, de manière à donner encore plus la confiance à mes coéquipiers de me donner la balle dans certaines situations. Et après, c'est à mes coéquipiers de savoir me trouver. Et Houston, c'est une équipe un peu atypique défensivement, qui switch sur tout. Donc il y a beaucoup de mismatch et on a besoin de savoir se trouver offensivement. Et on l'a fait par séquence, mais je pense qu'on peut encore beaucoup progresser là-dessus. Pour passer un cap, justement, Rudy, et vous insérer parmi les prétendants à une finale de conf à l'Ouest. Qu'est-ce qui manque aussi? Est-ce que, au-delà de ces questions évidemment importantes offensivement que vous avez cherché un peu en play-off, est-ce qu'il vous manque quelque chose en plus? Je ne sais pas, un joueur, une position à renforcer, quelque chose? Est-ce que toi, en position de franchise player comme tu es, tu peux mettre un peu la pression en disant il faudrait améliorer tel ou tel secteur?
Encore une fois, le but, c'est d'améliorer l'équipe. Donc, bien sûr, je communique avec le management et avec le coach. Voilà, on échange, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour revenir plus fort la saison prochaine. Et encore une fois, il y a énormément de possibilités. Parfois, tu fais un trade, tu fais ça, et au final, tu te rends compte que au final, la chemistry, l'alchimie qu'il y avait avant, elle était mieux. Donc, pour moi, c'est vraiment essayer de nous mettre dans la meilleure position possible. Après, c'est à nous de faire le mieux possible avec ce qu'on a. On sait, pour parler de toi un peu plus personnellement et de ton jeu, là, quand on regarde le match de la nuit dernière, par exemple, on voit Brook Lopez qui prend 11 tirs à 3 points, on voit Marc Gasol qui en prend 7. Toi, tu as 6 saisons NBA, tu n'as pas pris un seul tir à 3 points sur les... J'ai pris un du milieu de terrain une fois. Ah, bah... Circonstance atténuante. mais voilà, est-ce que quand tu vois ça, quand tu vois l'évolution depuis 3 ans, très clairement, de ces pivots qui s'écartent et qui sont capables de tirer de très loin, est-ce que toi, tu dois aussi faire la démarche peut-être de faire évoluer ton jeu en ce sens-là ou ça t'interpelle pas plus que ça? Je dois. Je dirais que c'est quelque chose qui peut se faire. Pour moi, je suis à un moment où je me dis que je suis à un point dans ma carrière où je me dis que j'ai pas forcément envie de mettre des limites sur moi-même. Et bon, on sait que quand tu es grand, en général, les gens ils aiment bien te dire tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Et peut-être j'étais un peu trop tombé dans cette spirale un peu à un moment donné, même si les choses que je fais, je les fais plutôt bien et je les fais de mieux en mieux chaque année. Donc c'est peut-être le moment pour moi de franchir une autre étape d'étoffer un peu. Et même si j'ai énormément travaillé sur mon tir les saisons auparavant, les gens ne le savent pas encore, parce que les gens n'ont pas encore eu l'opportunité de le voir vraiment tous les soirs. Donc pour moi, c'est la prochaine étape. Donc on va te voir tirer à 3 points la saison prochaine. J'espère peut-être. Est-ce que la tendance aujourd'hui de la NBA qui est un petit peu plus dure avec les défenseurs, toi qui es un joueur évidemment très fort sur le plan défensif, est-ce que c'est quelque chose qui t'embarrasse, qui t'ennuie? Comment tu vois un petit peu cette évolution-là? Je dirais pas que ça m'ennuie. L'attaque, c'est ça qui vend les tickets, c'est ça qui vend les maillots. Donc c'est forcément plus ça va et plus les gens veulent voir de l'attaque. Donc je vois plutôt ça comme un challenge en tant que compétiteur et quelqu'un qui veut gagner. Plus c'est dur de défendre, plus il y a peu de joueurs qui veulent défendre, qui veulent se donner, se sacrifier en défense. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas l'attaque. J'adore jouer des deux côtés du terrain. Et encore une fois, en tant que compétiteur, tu veux être très bon des deux côtés. Mais la défense, c'est un aspect qui est un peu, je dirais pas négligé, mais les joueurs, ils ont pas envie de faire faute, ils ont envie de rester sur le terrain pour pouvoir marquer et faire leur stade. Donc il y a de moins en moins de joueurs qui prennent ça autant à cœur qu'auparavant. À propos de prendre les choses à cœur, tu avais montré beaucoup d'émotions lorsque tu avais appris que tu ne ferais pas le All-Star Game. 3 mois après, avec un peu de recul, comment tu vois les choses? Est-ce que tu restes toujours aussi frustré? Est-ce que tu as envie de montrer très vite que tu méritais bien d'aller au All-Star? Dans une carrière, il y a toujours des moments comme ça, des moments des déceptions, des choses que je dirais qui sont injustes. Dans ma carrière, j'en ai eu pas mal. Donc c'est juste une étape de plus. Je dirais c'est quelque chose... qui l'année prochaine, je dirais pas que c'est un de mes objectifs principaux. Si je suis All-Star, c'est très bien, mais l'objectif, c'est vraiment encore une fois de progresser et le All-Star, ça viendra tout seul. Cette décision-là, pour toi, elle était injuste en février dernier? Oui, techniquement. Après, on va pas revenir là-dessus, mais bon, on connaît les chiffres, on connaît l'impact et l'équipe, l'impact de l'équipe. Bon, c'était un peu bizarre, mais encore une fois, il y a d'autres joueurs qui méritent aussi, et j'ai pas envie non plus de leur manquer de respect en disant que je méritais plus, mais bon, il y a plein de chiffres, il y a des gens qui sont payés pour regarder les chiffres, donc il faut qu'ils le fassent la prochaine fois. Les Jazz, tu t'inscris,
j'imagine, dans la durée. Ça reste aujourd'hui ton équipe. Tu es bien installé. Tu es le franchise player, on peut le dire, avec un petit peu de Donovan Mitchell. Mais bon, voilà, c'est quand même toi l'ancien de cette équipe. Comment tu vois l'avenir dans cette équipe? Est-ce que, tu disais, il y a moyen de progresser, certainement. Mais on sait que la conférence Ouest, elle est terrible, évidemment. Tous les ans, ça ne va pas s'arranger avec Zion Williamson, peut-être, si jamais, effectivement, il confirme en NBA tout le potentiel exceptionnel qu'on lui prête. Donc, ça fait un super joueur de plus à l'Ouest. Comment tu vois l'avenir un peu au Jazz? Est-ce que toi, tu y songes déjà un petit peu? Tu arrives à bientôt 27 ans. Donc tu as une vraie carrière NBA derrière toi. Et je voudrais prolonger la question d'Arnaud, c'est qu'on voit de plus en plus de joueurs, de grandes stars en NBA qui essayent de taper du poing sur la table, de faire le forcing vis-à-vis de leur franchise. Et comment est-ce que toi, tu vois ça de ta position de franchise player aussi? Moi, l'objectif, c'est de gagner un titre très prochainement, dans un futur très proche. Donc, c'est faire tout ce qui est en notre pouvoir pour, encore une fois, que ce soit ma progression individuelle, la progression de l'équipe et bien sûr essayer d'ajouter, s'il y a besoin, les pièces autour de nous nécessaires pour nous aider le plus possible. Et Donovan a 22 ans, j'ai 26 ans. Quinn n'a pas 26 ans, mais il est encore jeune pour un coach. Donc je pense qu'on a un avenir, un avenir radieux devant nous. Tu as toujours confiance vraiment à votre capacité à passer les étapes? J'ai très confiance. Ouais. On va revenir sur les playoffs de cette saison. En finale, est-ce que tu as déjà, toi, une petite idée de ce qui va se passer? Est-ce que tu penses que les Warriors, malgré les pépins, on sait que DeMarcus Cousins a manqué une petite partie des derniers matchs, Kevin Durant, pour l'instant, est un peu sur le flanc, mais devrait revenir assez vite. Est-ce que tu penses que les Warriors sont injouables, là, ou est-ce que tu penses que Milwaukee, avec sa position de numéro 1 de la saison, avec Giannis qui casse tout, moi, j'aime pas donner les pronostics, mais je vois bien une équipe de l'Est gagner cette année. Ah oui. Donc, peut-être. Donc Toronto potentiellement aussi. Toronto, Milwaukee, ouais. Après, je pense qu'on va avoir des très belles finales quoi qu'il arrive. Donc je suis impatient de voir comment ça va se dérouler. Mais sans donner de pronostics, comment tu la vois cette série justement à l'Est entre Milwaukee et Toronto? Est-ce qu'on ça va être une très grosse série. Voilà, pour moi, c'est deux. On dit que l'Est est plus faible, mais ces deux équipes-là sont, pour moi, les deux meilleures équipes à l'Est, clairement. Ça va être une très belle série. Deux équipes très défensives, très, très complètes, très physiques, très denses, donc très talentueuses. Donc ça joue à tous les postes. Je pense que Milwaukee a l'avantage du banc. Milwaukee a un meilleur banc, et en play-off, on sait à quel point c'est important. Donc on va voir. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Parce que Kawhi porte quand même beaucoup de choses à Toronto. Tu crois qu'il peut tenir encore, qu'il peut être capable encore de les emmener en finale? Je pense qu'il est capable de tenir, mais même quand Kawhi, des fois, il met 40 points et malgré ça, ils n'arrivent toujours pas à gagner. Donc, encore une fois, ils ont besoin des role-players, de jouer à un bon niveau et surtout, ils ont besoin de défendre comme ils l'ont fait contre Philadelphie, les matchs où ils ont gagné. Et ils ont une très bonne défense et je pense qu'ils peuvent vraiment faire du bon boulot contre Milwaukee. À l'Ouest, on a un duel plutôt de superstars arrière. À l'Est, c'est plutôt des ailiers forts entre Kawhi et Giannis. Quel regard tu portes sur ce phénomène grec arrivé un peu de nulle part finalement, qui n'a pas une carrière européenne, qui débarque en NBA numéro 15, qui a mis du temps avant de se développer puisqu'il est arrivé très jeune. Quel regard tu portes sur sa progression aujourd'hui et sur ce phénomène que c'est, physiquement, athlétiquement? Il est impressionnant. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui parce qu'il a un peu, dans un profil différent, on a un peu la même histoire. Je dirais, on est arrivé, peu de gens croyaient vraiment en nous et aujourd'hui, on a réussi à s'imposer. Lui est devenu candidat MVP, donc il a 2 ans moins que moi, donc il est encore très jeune et pour moi, c'est un des top 3 meilleurs joueurs au monde actuellement. C'est le MVP de la saison pour toi? Pour moi, ouais. Pour moi, sur l'impact du côté du terrain, même si, encore une fois, il y a Est et Ouest, conférence Ouest, c'est pas la même chose, mais le nombre de victoires, meilleur record de la NBA, pour moi, il mérite cette année. Ouais.
Quand tu dis que tu vois une équipe à l'Est gagner, ça veut dire qu'à l'Ouest, pour toi, là au moins dans cette finale de conf, il n'y a pas de suspense. Golden State est au-dessus de Portland. Écoute, on sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que Golden State a une meilleure, a le momentum maintenant qu'ils ont gagné, qu'ils ont gagné le premier match. Et je pense que quand Kevin Durant va revenir, ça va être encore plus dur pour Portland, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais alors, comment l'équipe de l'Est peut les gêner, éventuellement en finale, que ce soit Milwaukee ou Toronto, quelles armes comment on fait pour faire tomber Golden State, quoi. Houston, ils ont fait trembler. Ça s'est joué à rien. Milwaukee, physiquement, c'est au-dessus de Houston. Ils sont plus athlétiques, plus longs. Et Golden State, ils vont devoir défendre tout le match. Donc, je sais pas qui va défendre. Je pense si c'est Milwaukee, je pense qu'ils vont mettre Draymond sur Giannis. Je sais pas comment ils vont défendre, mais ça va être un challenge pour eux aussi. Donc, il va y avoir des match-ups intéressants des deux côtés du terrain, en tout cas, que ce soit Toronto, Milwaukee, Golden State ou Portland. Et de manière générale, ce serait une bonne chose, que Golden State tombe, qu'il y ait un nouveau champion pour la NBA, ou peu importe. Finalement. Peu importe, que le meilleur gagne. Le côté leader du contingent français, maintenant, il est avéré, évidemment, d'autant que Tony a pris du recul, on va dire, qui, évidemment, a été le porte-drapeau des basketteurs français. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi ? Est-ce que tu te sens une responsabilité, une fierté, peut-être aussi, d'être un peu le leader avec Evan ? Bien sûr, toujours fier de représenter la France aux États-Unis. Après, je ne suis pas vraiment en compétition avec Evan. On a encore une fois deux postes différents, deux situations différentes. Ça permet de se chambrer au minimum. Un petit peu. Je chambre pas vraiment sur le basket, plus sur ses cheveux, mais ouais, moi je suis fier quand je vois ce qu'Evan fait, et je pense qu'il est fier quand il voit ce que je fais. Il n'y a pas du tout de compétition là-dessus, et je pense que c'est très bien d'avoir deux joueurs dominants qui peuvent représenter leur pays comme on le fait. 10 ans après, on se dit, le gamin de Cholet, le gamin de CB, tu as fait du chemin, beaucoup de chemin. Même toi, dans tes rêves les plus fous, est-ce que tu es là où tu espérais être aujourd'hui ? Écoute, je voulais aller en NBA, donc je suis là où j'espérais être. Après, j'aurais jamais pensé que je gagnerais des titres ou défenseur de l'année ou des choses comme ça. Donc je dirais que les objectifs évoluent au fur et à mesure des années. Et quoi qu'il arrive, je vis mon rêve. Donc c'est quelque chose que tout jeune joueur veut accomplir dans sa carrière. 2019, c'est une année aussi internationale avec l'équipe de France au programme cet été. Une Coupe du Monde en Chine. On sait que la Coupe du Monde, c'est là où tu t'es un peu révélé aux yeux du monde entier, même si tu existais déjà, bien sûr. Mais sur le plan international, c'est vrai que tu avais crevé l'écran. On se rappelle de ce fantastique quart de finale face à l'Espagne à Madrid, ce très grand match face au Gasol. Aujourd'hui, on est à 3 mois, un peu plus de 3 mois maintenant du début de la Coupe du Monde. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui si finalement tu viens ? On a tous l'espoir que tu viennes. L'équipe de France compte énormément sur toi. Elle avait un peu souffert défensivement en 2017 lors de sa dernière grande compétition internationale. Est-ce qu'aujourd'hui tu as la certitude de pouvoir l'accompagner cet été ? Moi, j'espère être présent. La santé, je suis en très bonne santé actuellement, donc je vois pas ce qui pourrait m'empêcher d'être présent cet été. Et je pense qu'on a toutes les armes pour accomplir quelque chose de grand, et c'est à nous de bien nous préparer et d'aller là-bas avec de grands objectifs. Il y a évidemment une équipe qui, a priori, devrait être au complet. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de forfait. Mais Adrien Moerman qui avait mis quelques doutes il y a quelques semaines parce qu'il a des petits soucis physiques, a l'air de laisser entendre ces derniers temps qu'il finalement il serait bien présent, même si la saison pour lui n'est pas terminée, puisque en Europe, pour beaucoup, il y a encore pas mal de coups à jouer. Là, ce week-end, il y a le Final Four de l'Euroleague, par exemple, où on a plusieurs internationaux qui sont en lice. Ça te semble être un casting, si je puis dire,
apte à faire de grandes choses. On a cette impression-là parce que, voilà, on a tourné une page, bien sûr, avec le départ de la génération Tony, Boris, qui est parti l'année dernière, Boris Dio. On a une équipe aujourd'hui, un peu rajeunie, mais pas tant que ça, finalement, parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'expérience qui ont déjà pas mal d'années d'équipe de France Aérien. Tu penses que ce casting-là est capable de faire de belles choses cet été ? Ah, bien sûr. Je suis confiant à 200% qu'on a un groupe qui est assez talentueux pour aller jusqu'au bout. Après, encore une fois, notre plus gros ennemi, ce sera nous-mêmes. Et c'est à nous de bien nous préparer, de faire ce qu'on a à faire et de construire une identité. Et d'aller là-bas motivé, sur la même longueur d'onde et de montrer ce qu'on peut faire. Tu avais fait un petit détour l'année dernière. Tu disais reconstruire une identité finalement, trouver une identité. Ça s'apparente à reconstruire une équipe finalement aujourd'hui, ou est-ce que vous avez déjà des bases ? On a de très, très bonnes bases. Je dirais pas qu'on doit reconstruire une équipe. La plupart des joueurs qui étaient là auparavant sont là. Donc bien sûr il y a quelques gars qui s'en vont comme Boris, l'année d'avant Tony, Flo, je sais pas s'il a finalement pris sa retraite ou pas, parce qu'il revient à chaque fois. Mais, peut-être il va revenir, je sais pas. Il y a peut-être des besoins à poste dédié fort, on va savoir. Ouais. Mais c'est des petits ajustements, mais ça se fait petit à petit. Il n'y a pas la moitié de l'équipe qui s'en va tout d'un coup. Donc je pense qu'on a un groupe qui se connaît très bien et c'est aussi une force. Le fait d'y avoir regoûté justement sur les 2 matchs de qualification l'année dernière, après avoir fait l'impasse sur l'Euro 2017, voilà, ça t'a fait plaisir. Quel a été ton ressenti, ton sentiment, voilà, de retrouver l'équipe de France, retrouver les Bleus sur des matchs qui comptaient, parce que c'était des matchs de qualif. C'était fun. Franchement, c'était ça a un peu manqué de retrouver les gars et de jouer avec le maillot bleu, parce que c'est différent de jouer avec le maillot NBA et de jouer avec le maillot bleu. Donc c'était bien. Bon, c'était rapide. J'ai fait 2 matchs. Mais c'était une bonne expérience. C'était pas frustrant un peu de voir justement l'équipe de France faire ses fenêtres de qualification pendant que toi t'es en NBA, t'as pas envie de prendre l'avion là, aller jouer 2 matchs et puis revenir derrière en NBA quoi, surtout que c'est impossible, ouais. C'est impossible, mais un peu frustrant bien sûr, surtout si heureusement que d'ailleurs chapeau pour les mecs qui sont venus et qui ont fait le boulot, parce que sans eux on serait sûrement peut-être pas à la Coupe du Monde. Donc respect à tout le monde, tous ceux qui sont venus, et c'est dommage que la FIBA et la NBA se mettent pas d'accord sur ce genre de choses. Mais bon, il y a d'autres enjeux et il y a d'autres problèmes. Ça t'a manqué un petit détour par la République tchèque et la Bulgarie, hein. Toujours fun. Mais attends, qu'est-ce qu'on a fait? T'as fait quoi? Russie et Bosnie. Bosnie. Ouais, pas mal. C'est pas mal. Il y avait Nourkic, je me souviens plus. Non. Il était pas là. Ouais, c'est ça. Oui, il y avait eu ça avait fait polémique, je crois. Il y avait une histoire en Bosnie, me semble, de son absence. Enfin bon. Ah ouais? Ouais, il me semble. Ouais. Là, Vincent Collet a beaucoup insisté ces derniers mois sur la défense, l'importance de retrouver un socle défensif qui a toujours fait la force de l'équipe de France. C'est ce qui avait fait votre force, justement, on en parlait à Madrid, lors de la dernière Coupe du Monde. C'est pas toi qui vas me dire le contraire, toi qui es évidemment le défenseur numéro 1 finalement de cette équipe, ou en tout cas celui sur lequel elle va bâtir un peu son niveau défensif. Vous en avez déjà un petit peu parlé, d'essayer de retrouver cette identité défensive qui avait été un petit peu perdue. Je pense qu'il y a on va en parler bien sûr, je pense que c'est évident. On veut être si on veut aller loin, si on veut aller là où on veut aller, on doit être une des meilleures défenses de championnat, et on doit le faire chaque soir. C'est la chose qu'on doit... On doit penser défense et l'attaque. On sait très bien qu'on a énormément de talent et que, bien sûr, faut travailler. Il faut retrouver l'habitude de jouer ensemble. Mais ça va venir. Mais si on défend, déjà, ça va nous mettre en position de gagner chaque soir. Surtout que vous allez avoir un programme compliqué. Le tirage au sort n'a pas été forcément très clément avec vous. Voilà, pour moi, de toute façon, si on veut aller
là où on va aller, on doit battre les bonnes équipes et il y a beaucoup de bonnes équipes. On rappelle peut-être que le premier tour, vous serez opposé à l'Allemagne, qui avait battu la France lors malheureusement du dernier Euro, huitième de finale. L'Allemagne, la République dominicaine et la Jordanie. Bon, on peut imaginer que vous allez sortir de ce groupe. Après, il y a un deuxième groupe avec un croisement qui s'annonce beaucoup plus compliqué face à l'Australie, au Canada, à la Lituanie ou au Sénégal. Bon, donc là, vous allez récupérer 2 autres équipes de ce groupe-là, les 2 premiers. Forcément, là-dedans, il y a deux os, forcément, parce que le Canada, l'Australie, la Lituanie, pourquoi pas le Sénégal. Mais en tout cas, les équipes comme l'Australie, le Canada ont beaucoup de joueurs NBA maintenant qui annoncent petit à petit qu'ils vont probablement jouer la Coupe du Monde. Donc, on peut s'attendre à de très bonnes équipes. Bon, ça paraît pas impossible à l'équipe de France, mais ça va être compliqué, surtout que il faudra terminer à la meilleure position possible ensuite pour aller en quart de finale, bien sûr. Je vois pas ça comme compliqué, je vois ça comme c'est une compétition de très haut niveau et encore une fois, si on veut aller là où on veut aller, il faut combattre les bonnes équipes. Et donc, plus on joue de bonnes équipes au début, mieux c'est, je pense aussi pour nous. Je préfère faire ça plutôt qu'avoir un chemin très facile jusqu'au quart de finale et après ne pas être prêt pour ça. Donc, c'est à nous de bien nous préparer et d'être prêts à battre ces équipes. Là où vous voulez aller, c'est médaille d'or. Médaille d'or. Ouais. Comme Evan, qui a dit aussi la médaille d'or était quelque chose de jouable. Face aux États-Unis, on dit toujours les États-Unis c'est injouable. Toi, ça te paraît pas injouable? Qui a dit ça? C'est une impression globale. Ouais, comme on disait qu'il y a 5 ans, il y a 4 ans, l'Espagne était injouable aussi. Donc, on verra. C'est à nous de bien nous préparer. J'espère, voilà, on est tous en bonne santé. Et on peut faire quelque chose de bien, de très bien. Un dernier petit mot, Rudy, sur pourquoi pas des projets à terme. Est-ce que Tony est maintenant patron de l'Asvel, Boris Dio est devenu président des Metropolitans, le nouveau club qui va déménager de Levallois à Boulogne-Billancourt bientôt, ici même d'ailleurs, dans cette bonne ville où nous nous trouvons. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses, toi, à terme, pourquoi pas, de t'investir personnellement dans un club en France? Évidemment, on pense soit à Saint-Quentin, soit à Cholet. Est-ce que c'est quelque chose qui te traverse déjà un peu l'esprit ou voilà? Bien sûr, j'y pense. Je pense que... Même si tu es déjà un peu impliqué à Cholet, je crois. À Cholet, je suis impliqué dans le centre de formation. Parce que pour moi, c'est important de rendre à un club qui m'a beaucoup donné. Donc c'est plus pour parce que pour moi c'est important de savoir là d'où les gens qui m'ont beaucoup aidé et les gens que je dois aider. Après en termes d'investissement, j'y réfléchis, mais je pense que si je fais quelque chose, c'est pour faire quelque chose de très grand. C'est pas pour et il faut aussi que ce soit un endroit où je peux passer du temps. Donc Cholet, malheureusement, je passe pas énormément de temps. Donc quand je reviens en France, je suis à Paris ou je suis près de Saint-Quentin, donc c'est compliqué de revenir à Cholet tout le temps. Donc Cholet, c'est un club très important pour moi, mais je veux vraiment aider le centre de formation. C'est ce qui compte le plus pour moi. Je ne sais pas si tu t'es imaginé jusque-là, mais après la carrière NBA, après la carrière de basketteur, tu te vois plus revenir en France ou rester aux États-Unis? C'est déjà peut-être une première question. Écoute, on verra dans quel état notre planète sera à ce moment-là. Ah oui, ouais. Tu reviendras en bateau quand même ou voilà. On verra. Si tu veux plus on a prendre encore l'avion. Bien, merci beaucoup Rudy de cette demi-heure ensemble sur le tour d'horizon un peu de ta saison, ton actualité, du futur, parce que l'important aujourd'hui c'est le futur, c'est plus le passé. Donc cette belle Coupe du Monde qui vous attend cet été, et puis surtout les saisons à venir au Jazz, en espérant bien sûr que cette progression finisse par se matérialiser de manière évidente. Et puis bien sûr pour toi individuellement, les beaux challenges qui t'attendent aussi, All-Star, les trophées de défenseur de l'année à multiplier. Il y en a un qui va venir normalement. Peut-être un trophée de meilleur shooter à 3 points à terme, à savoir. Oui, dès le 24 juin, puisqu'on aura les résultats des votes des trophées individuels de la saison et du MVP et du meilleur défenseur de l'année notamment.
en espérant que tu obtiennes encore ce vote. Merci beaucoup Rudy, encore une fois. Merci à vous. Bon séjour en France. Je ne sais pas combien de temps tu restes, quelques semaines. Encore 2 j'imagine. semaines. 2 semaines, voilà, avant de repartir travailler physiquement, comme tu le fais souvent Je au mois travaille de physiquement ici quand même ici. Ah, même ici, ouais. Pas de vacances, enfin, vraiment quoi. Elles sont finies là. Elles sont déjà finies. Ah ouais, ça a été rapide. Merci beaucoup encore Rudy et puis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci.